Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos pour aider les livres à trouver leur public. Vous pouvez soutenir mon travail sur ma page Tipeee en suivant le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Artyom se tourna vers celui qui venait de l'apostropher. Une étoile couleur framboise flottait dans un monde flou. Il haussa les épaules. À côté des arches, des étendards rouges fanés pendaient de hampes fatiguées, posés de guingois. Sous les voûtes, on avait accroché des panneaux où il était écrit « Ligne rouge, frontière nationale ». Allez, passe ton chemin. Ça suffit de mater. L'officier ne quittait pas des yeux les mains d'Artyom. Les soldats de l'armée rouge postés derrière lui attendaient les ordres. « Qu'est-ce que je veux ?» se demanda Artyom. Il ne devait sous aucun prétexte lever les bras et faire un pas en avant. Il ne devait pas suivre ce malheureux Umbar, là où on allait enrouler ses viscères sur un pieu. Il ne devait pas confesser que le saboteur à la radio qu'on recherchait n'était pas Piotr Sergueïevitch, mais lui, Artyom. Parce qu'on n'allait pas l'autoriser à le voir, mais que ses viscères deviendraient les prochaines sur la liste. Alors quoi? Alors il devait oublier Umbar et ce qu'il était censé avoir entendu sur les ondes moscovites tuberculeuses. Oublier Omer qui l'attendait quelque part à Pouchkinskaya, la tête dans un nœud coulant. Oublier Dietmar et sa mission, et ceux qui, assis derrière lui, admiraient ce salopard et allaient se faire tailler en pièces à coups de baïonnette. Prendre congé de l'Étoile Rouge et aller se promener du côté de Novoskouznetskaya. Et que derrière son dos advienne que pourra. Il n'avait pas Dieu derrière le dos. Qu'y avait-il à Novoskouznetskaya? Rien. La même chose qu'à VDNKH. Le néant. Une atmosphère étouffante. Des champignons. Une vie telle qu'Artyom devrait la traîner sans rechigner jusqu'à la tombe. Peut-être devait-il boucler la boucle, retourner auprès d'Anna, un jour, en voyageant avec les papiers d'un défunt. Mais même avec le passeport d'un autre, cette vie serait la sienne, celle d'Artyom, celle d'avant. Noire, tordue et sèche comme une allumette brûlée. Voulait-il d'une vie pareille? Pouvait-il la supporter? Olga Heisenberg enleva son corsage. Les projecteurs, orphelins des mains de Piotr Sergueïevitch, se braquaient gauchement sur elle, trop brutalement. Ils l'aveuglaient et éclaboussaient les murs de la noirceur lumineuse de sa silhouette. La trompette jouait trop vite, avec un son trop ténu, à donner la nausée, à retourner les intestins. Et, en rythme avec sa mélodie, une silhouette de femme virevoltait à une allure folle autour d'une perche, comme si on l'avait empalée. « T'es sourd? Barre-toi !» Alors qu'il était à la recherche d'Umbar, alors qu'il cheminait vers cette station avec Omer, Artyom avait oublié l'espace de quelques jours ce que l'on ressentait quand on allait nulle part. Le vieil homme lui avait donné quelque chose, même si ce n'était qu'une direction à suivre. « Excuse-moi, grand-père. Comment puis-je te sauver? Obéir aux ordres du diable? L'aider à perpétrer un massacre? Quand bien même, te laisserait-il vraiment partir? J'en doute, grand-père. » Fouillez-le tout de suite. D'elle-même, ses jambes reculèrent d'un pas. Elle n'avait pas encore pris de décision définitive. Dans la salle, les gens se retournèrent,
leur firent signe de se taire. Un homme en uniforme des chemins de fer, qui somnolait non loin, empoigna Artyom. N'était-ce pas Artyom qui l'attendait en réalité, en regardant d'un œil là l'étoile tournoyer autour de la perche? Ses jambes savaient que, si elles décidaient d'avancer, il n'y aurait plus de retour en arrière. Son corps considérait qu'il était trop tôt pour mourir, mais son âme refusait de retourner à son existence antérieure. « Je ne veux pas d'enfant avec elle », comprit soudain Artyom. La prise de conscience fut claire et sans appel. Qu'y avait-il à VDNKH? Rien. Il y avait tout ce qu'il n'était pas devenu, et il préférait crever que de devenir ce que la station lui offrait. Il fit un effort de volonté pour lever les bras. L'un se leva plus vite que l'autre. Il transpirait à grosses gouttes. La sueur ruisselait sur ses tempes, s'insinuait dans ses yeux, les brûlait. Dans ce flou flottait une étoile couleur framboise. Peut-être n'a-t-on pas encore tué Piotr Sergueïevitch. Après tout, j'ai traversé la moitié du métro pour te voir. Et me voici. Tu sais que je n'ai nulle part où aller désormais. Allez, fais en sorte qu'on ne t'ait pas tué. Je détiens des informations. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe? Artyom sentait par tous les pores de sa peau un regard d'araignée posé sur lui, depuis la salle. Aussi répéta-t-il ces mots d'une voix toujours aussi sourde. Je détiens une information importante au sujet de la préparation d'un raid, par le Reich. Je veux discuter avec l'officier de la sûreté. Je n'entends pas. Artyom essuya la sueur et fit un pas en avant. La correspondance vers Okotny Riyad était longue, interminable, comme si on l'avait conçue exprès pour qu'Artyom pût changer d'avis pendant le trajet. Vu de l'extérieur, la frontière de la ligne rouge n'était pas lourdement gardée. Des barrières mobiles surveillées par 2 ou 3 hommes somnolents. En revanche, à l'intérieur, à l'abri des regards étrangers, couraient 3 lignes de fortifications. Des sacs de sable, des barbelés, des nids de mitrailleuses. Leurs canons étaient tournés vers le mur, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. On ne savait jamais d'où viendrait l'ennemi. On avait peint sur les murs un double profil au pochoir. 2 hommes obèses à la calvitie avancée et aux sourcils froncés, qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Il était impossible de dire si le premier protégeait ou masquait le second. Artyom savait de qui il s'agissait. C'étaient les frères Moskvin. Au premier plan, il y avait Maxime, l'actuel secrétaire général. Celui dont il dissimulait partiellement les traits, c'était le précédent, le défunt. À mesure qu'il s'éloignait de Teatralnaïa, Artyom et son escorte entendaient de moins en moins le son de la trompette dépravée du grand théâtre. Car une polyphonie rythmée, pleine d'entrain, aux allures de marche exécutée par un orchestre de vent, arrivait à leur rencontre depuis Prospect Marxa et leur fouettait la figure. La pompe militaire se heurtait à la mélodie lascive dès le premier tiers de la correspondance et la repoussait vers sa source. L'éclairage était chiche. Il y avait un mur de lumière juste devant les barbelés, et l'espace derrière était plongé dans les ténèbres, jusqu'au barbelé suivant. Ils ne rencontrèrent pas âme qui vive, hormis de la soldatesque renfrognée. Artyom voulait presser le pas pour résoudre au plus vite son affaire avec le destin. Mais les gardes n'étaient pas enclins à se dépêcher. Leur destin n'était pas leur préoccupation immédiate. Il eut toutes les peines du monde à contenir sa hâte jusqu'à Prospect Marxa, anciennement Okotny Riyad, jusqu'au dernier cordon de sécurité,
qui ressemblait au premier. Il aurait suffi d'éternuer un peu fort pour le souffler. De là, on ne voyait rien d'autre. Tout était dissimulé par l'imposant escalier. Aussi avait-on l'impression que personne sur la ligne rouge ne s'intéressait à ce qui se passait à Teatralnaia. L'orchestre, quant à lui, était bien réel. Il avait pris place à côté de l'entrée, à côté de la frontière. Et il soufflait, sonnait et tambourinait de toutes ses forces. Il incitait à redresser inconsciemment les épaules. Et bien sûr, nulle trompette, nulle rumeur du théâtre ne pouvait traverser ce mur sonore. La station elle-même était petite et cosy, comme toutes les premières stations du métro. Et elle était peuplée de gens monochromes. Il n'y avait pas de saleté, pas d'eau qui goûtait du plafond, et les lampes diffusaient une lumière égale. En un mot, un endroit très convenable. Pourtant, pendant les quelques secondes où l'orchestre reprenait son souffle avant d'attaquer une nouvelle marche, on entendait l'autre voix de la station. Une voix inhabituelle. Au lieu du brouhaha si naturel à l'humanité, Okotni Riyad résonnait de bruissements. On bruissait en regardant autour de soi, dans les files d'attente, où chacun avait un numéro inscrit dans la paume de la main. On bruissait à l'ombre des arches, autour des tables, en s'acquittant d'un rituel qu'Artyom ne parvenait pas à comprendre. Les femmes bruissaient, tout comme bruissaient les enfants. Pendant ces brefs instants où les instruments reprenaient leur souffle, la propreté et la lumière commençaient à manquer à la station. Puis le tapis roulant musical se remettait en marche, et la joie qu'il charriait transfigurait de nouveau la station. Les ampoules dispensaient une lumière plus vive. Les lèvres des chalands s'étiraient, et le marbre rutilait. Pour entretenir l'ambiance, il y avait également des slogans en lettres capitales, dessinés au pochoir. Rayons d'une ligne rouge la pauvreté, l'illettrisme et le capitalisme. Non au vol des pauvres, oui à l'égalité de tous. Leur oligarque mange les champignons de nos enfants. À chacun sa pleine ration. Et Lénine, Staline, Moskvine, Moskvine. Un Lénine dégarni et un Staline moustachu étaient accrochés au mur dans des cadres dorés. À côté se tenait une garde constituée de garçons népales, avec des morceaux de tissu rouge noués autour du cou. Des fleurs en plastique avaient été déposées au pied des portraits. Les gens du cru ne semblaient pas remarquer Artyom, alors qu'il traversait la station sous bonne escorte. Tous ceux dont le petit groupe croisait la route avaient soudain quelque chose de plus intéressant à faire, pour éviter le contact visuel. Pourtant, il suffisait de les dépasser pour sentir sa nuque brûler sous les regards inquisiteurs soudain braqués sur lui. Il marchait tout en négociant mentalement avec Piotr Sergueyevitch, pour qu'il s'abstînt de mourir, ou de se faire transférer plus loin, qu'il attendit encore un peu son arrivée. 1 heure seulement s'était écoulée depuis son arrestation. Tout n'était pas encore perdu. Le KGB s'était établi dans l'envers de la station. Sous la salle où piétinaient des citoyens monochromes, existait un autre niveau dont tout le monde ignorait l'existence, et dont l'accès ressemblait à un placard à balai. On découvrait alors un décor coutumier, le même que partout ailleurs. Un couloir peint en vert jusqu'à la ceinture, et en blanc au-dessus. Le stuc qui gondolait, auréolé de taches d'humidité. Les sempiternelles ampoules nues qui éclairaient une rangée de portes. Le garde en déverrouilla une et poussa Artyom dans la pièce qu'elle fermait. « C'est urgent. Il me faut faire un rapport de toute urgence. »« Et les rapports, c'est dans l'armée ?» lui dit-on avec malice.
Ici, on s'intéresse qu'au rapporteur. Le verrou grinça en écorchant ses nerfs et ses oreilles. Il observa ses compagnons de cellule. Une femme maquillée à la frange décolorée, le reste de ses cheveux rassemblés en boule derrière la tête. Un homme de petite taille, à l'air renfrogné, aux cils et aux sourcils blancs, coiffé n'importe comment. Sa peau était tannée et couperosée comme celle d'un alcoolique. Umbar n'était pas parmi eux. « Assieds-toi, dit la femme. Ça coûte pas plus cher, hein ?» Le moujik se moucha. Artyom essaya le banc mais préféra rester debout, comme si, prenant cette posture, il serait reçu plus rapidement et écouté, qu'on accepterait de relâcher l'opérateur radio. « Toi aussi, tu crois qu'ils vont s'occuper de ton cas à l'instant ?» Laissa tomber la femme avec un soupir. « Nous, ça fait 3 jours qu'on est là, et c'est peut-être pas plus mal. Ici, ils s'occupent de certains cas d'une telle manière qu'il vaudrait mieux qu'ils ne s'en occupent pas du tout. »« Et tais-toi donc, » gémit le moujik. « Au moins ici, tais-toi. »« Est-ce qu'un homme a été emmené ici avant moi ?» demanda Artyom. « Un moustachu. » Il mima des mains les bacchantes tombantes d'Umbar. « Non, pas même sans moustache. Nous ne sommes que tous les deux à mariner, à nous bouffer le nez. » Le moujik se tourna vers le mur et entreprit de le gratter d'un air rageur. « Et toi, qu'est-ce que t'as fait pour atterrir ici ?»« J'ai rien fait. Faut que je sorte mon tonton. »« Et ton tonton, qu'est-ce qu'il a fait ?» Artyom regarda les collants couleur chair de la femme, 1000 fois ravaudés, ses mains où des veines gonflées de sang bleu boursouflaient la peau. À cause de leur contour noir, ses yeux semblaient grands et étranges au premier abord. Mais en réalité, il n'en était rien. Son sourire était ridé, et ses rides fatiguées. « Mon tonton n'a rien fait non plus. Nous sommes de Théâtralnaïa. On y vit sans rien demander à personne. »« Oh, la Théâtralnaïa !» fit la femme avec compassion. « Et comment vous vous en sortez ? J'imagine que c'est la merde, non ? » ?»« Bah, ça va. On nous dit que vous avez fini par vous bouffer les uns les autres. On nous mentirait ? »« Yulia, mais t'es complètement conne ou quoi ?» s'écria le moujik. « Nous, on vit bien ici, » dit Yulia. « Et franchement, on s'en fout complètement de ce qui pourrait vous arriver. » Elle réfléchit quelques instants avant de changer d'idée. « Et pour les champignons ? Vous devez attendre combien de temps ? » ?»« Comment ça, attendre ? » ?»« Quand tu te mets au bout de la file d'attente, tu reçois quel numéro ? » ?»« Quelle file d'attente ? Si on a de l'argent, on en achète, voilà tout. » »« L'argent ? Dans quel sens ? Des coupons, tu veux dire ? » ?»« Chez nous, intervint le moujik, nous n'avons pas besoin d'argent. Chez nous, si tu travailles, tu manges. C'est pas comme dans votre Théâtralnaïa. Chez nous, le travailleur est protégé. »« C'est très bien, dit Artyom. »« Et votre argent, vous pouvez vous le bouffer, ajouta le moujik. »« Alors, mon petit Andréi, pourquoi t'agresses le jeune homme ?» fit Yulia. « C'te gueule qui nous ont collé dans la cellule. Mais t'as qu'à lui montrer tes nichons puisque tu l'aimes bien. » Andréi cracha à ses pieds, mais son mouvement semblait tout autant dirigé vers Artyom. « Tiens donc, mes nichons t'intéressent tout à coup, » répondit-elle avec un sourire. « Je ne suis pas un provocateur, » dit Artyom à lui-même. « Je veux rien savoir du tout, » lâcha Andréi. « Ce sont pas mes oignons. » Ils se turent. Artyom colla l'oreille contre la porte. Tout était silencieux. Il consulta sa montre. Que faisait Dietmar ? Avait-il encore confiance en lui ? Combien de temps cette confiance allait-elle durer ? « Mais dis-moi, il n'y a vraiment pas de queue pour acheter des champignons ? » demanda Yulia. « Combien est-ce qu'ils en donnent quand tu viens seul ? Autant que tu peux t'en payer.
En cartouche, précisa Artyom. Mais c'est bon ça, dit-elle avec enthousiasme. Et si on vient à deux? Oui. Est-ce qu'on en donnera à chacun autant qu'il en veut? Ma foi, oui. Ah, ils font bombance, les connards, lâcha Andréi. Et à qui tu crois qu'ils sont, les champignons qui bouffent? Ce sont les nôtres. Nos enfants gonflent tellement ils ont faim, et ceux-là font bombance. Nos enfants n'ont rien du tout, vu qu'on n'en a pas, répliqua Yulia d'une voix craintive. Je disais ça de manière générale. Je parlais d'abstraction. Il posa sur Artyom le regard angoissé de celui qui vient de commettre l'irréparable, et sa figure virait au cramoisi. Il a rien dit, d'accord? Demanda Yulia. Artyom haussa les épaules et hocha la tête. Tu ferais bien mieux de surveiller tes paroles, aboya le moujik à sa femme. Espèce de conne! Si tu jacassais un peu moins, on serait à la maison. Tu n'as donc rien appris des Efimov. Les Efimov se taisaient, Andréi, chuchota-t-elle. On les a quand même arrêtés. Jamais ils n'avaient soufflé mot contre... Contre. Ça veut dire qu'il y avait quand même une raison. Une bonne raison, lui répondit-il dans un souffle. Tu ne t'imagines pas qui pourrait arrêter des gens pour rien. Et toute la famille. Qu'arrive-t-il à la famille? Demanda Artyom. Rien. Ce qui doit arriver. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai seulement dit qu'il n'y avait pas assez de champignons cette année. Qu'à cause de cette saleté, de cette pourriture blanche, nous allions connaître une famine. C'est tout. Je ne suis pas allé l'inventer. Et eux, ils m'accusent de mensonge, de propagande. Et à qui donc tu l'as dit, espèce d'imbécile? À Svetka Demantiev. Ne me raconte pas que t'es pas au courant pour les Demantiev. Chez les Demantiev, Dasha travaille à la conserverie. Ne prétends pas qu'elle ne voit rien de ce qui se passe. Ça veut simplement dire qu'elle ferme sa bouche, elle. On rafle les gens pour moins que ça. La Vassilieva, par exemple, simplement parce qu'elle s'était signée en disant « Sauve-nous Seigneur ». Et Igor du 105, tu sais pourquoi ils l'ont ramassé? Parce qu'il racontait à qui voulait l'entendre que des gens de l'extérieur étaient arrivés, à Tcherkizovskaya. De quel extérieur est-ce que tu parles? Pas de Moscou. Ils sont passés par la surface, mettons d'une autre ville, soi-disant qu'ils seraient venus sans scaphandre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui les gêne? C'est clair que c'est une connerie. On sait bien que le même jour, tout le monde, jusqu'au dernier quick. L'ongle de son pouce courut en travers de sa gorge pour accompagner ses paroles. « Ne fais pas ça sur toi !» s'écria Yulia avec effroi. Des conneries qu'il racontait. Ces enfoirés de ricains nous ont bien ratiboisés. Même la marmaille le sait que seul Moscou reste encore debout. Une autre ville. Que des conneries tout ça. N'empêche que le lendemain on est venu le cueillir, l'Igor Zouyev. Youdine l'avait écouté. Et Youdine... faut vraiment pas être futé pour bavarder quand Youdine est dans le coin. De quelle ville? Demanda Artyom en se tendant. De quelle ville sont-ils arrivés, ces gens de Tcherkizovskaya? Attends un peu, toi, lâcha Andréi. Artyom abandonna la porte, fit 2 pas vers le moujik et se pencha au-dessus de lui. Il l'a dit, hein, ton Igor. Il en a même trop dit, ouais. Quelle était cette ville? C'est important. T'as même pas encore dénoncé ton tonton. Pourquoi veux-tu en savoir autant? Lui demanda Andréi avec un rictus. Mais t'es vraiment un imbécile? Dis-le-moi, c'est tout. D'où sont-ils venus? Artyom agrippa le moujik par le col, raffermit sa prise et le plaqua contre le mur. « Laisse-le tranquille! Laisse-le » protesta Yulia d'une voix fluette. « Il ne sait rien. Garde! Quelqu'un! C'est des conneries tout ça, de toute façon. Et si c'était vrai? Et alors? Ça change quoi si c'est vrai? Ça change tout. Ça signifie qu'on peut se barrer d'ici, de ce satané métro. » Andréi, dont les pieds ne touchaient plus le sol, secoua la tête en grimaçant. « Et si c'est si bien chez eux, pourquoi viendraient-ils chez nous ?» Artyom voulut le contredire, mais ne trouva pas d'argument. « Repose-moi!
Repose-moi où j'étais, connard! Artyom obtempéra, tourna les talons et se dirigea vers la porte. Il aurait voulu y appuyer le front, mais elle s'ouvrit. « Le gars de Teatralnaya, tu sors. » Dommage, laissa tomber Artyom à l'attention d'Andrei. « T'auras qu'à leur demander directement !» cracha l'autre. « Voilà, camarade major, c'est celui-ci, le saboteur. »« Et les bracelets ? Je veux bien qu'il ait des bracelets. » On lui passa les menottes. « Ça, c'est quand on vient se dénoncer soi-même. Il faut toujours passer les bracelets. » expliqua le camarade-major à Artyom en l'accueillant sur le seuil. « Tu peux m'appeler Gleb Ivanitch. Qui es-tu, toi ?» Artyom savait déjà à qui il avait affaire. Il connaissait la voix grave et éraillée du camarade-major, tout comme il connaissait ses chaussures à lacets. Fyodor Kolesnikov, le nom sur le passeport que lui avait délivré Dietmar. « Eh bien, je t'écoute, Fyodor. » Gleb Ivanitch était trapu, costaud, musculeux. Il avait la lippe rouge et le front dégarni. Il n'était pas très grand, de la même taille qu'Artyom, mais 2 fois plus large et 4 fois plus en forme. Sa musculature ne fondait pas. Le col de sa chemise était trop étroit pour son cou de taureau, et son pantalon était boursouflé. Il s'assit derrière son bureau en laissant Artyom planté au milieu de la pièce. « Vous n'avez pas attrapé le bon. »« Pas le bon quoi ?» demanda le major en dressant l'oreille. « Umbar, à la station Teatralnaya. Il est innocent, vous vous êtes trompé. »« Et qui aurions-nous dû attraper ? Un autre ? » ?»« Ah, bien sûr. Et toi, tu es venu le tirer d'affaire ?» Le major avait l'air de s'ennuyer ferme. « Ce n'est pas un saboteur, c'est un technicien qui travaille au théâtre. » Il a reconnu les faits. « Mais il s'est accusé à tort. » « Tant pis pour lui. Nous avons des aveux signés. » Qu'allait-il faire maintenant ? La pièce était vaste, mais sévère dans sa simplicité. Le sol était recouvert de linoléum qui rebiquait ici et là. Le cube massif d'un coffre-fort trônait dans un angle. Seul le bureau était de belle facture. On eût dit un trophée. Un double profil imbriqué, accroché au mur, venait compléter le décor. Il n'y avait rien d'autre. Pas exactement, en réalité. Quelque chose émettait un tic-tac régulier. Artyom se retourna. Au-dessus de la porte était suspendue une horloge. Il avait vu sa jumelle peu de temps auparavant, mais dans un lieu très différent. L'objet était simple, une plaque de verre enchâssée dans un cadre en plastique bleu. Sur le cadran, un bouclier et une épée, ainsi que des séries de lettres séparées par des traits d'union. VTCHK, NKVD, MGB, KGB. Il était 10h moins 10. « T'es pressé, Fyodor ?» demanda le major en laissant échapper un petit rire. « Serais-tu en retard ?» L'horloge est intéressante. Elle n'a rien de spécial, mais elle me rappelle que j'ai des affaires qui m'attendent. C'est tout ce que tu avais à dire, Fyodor ? Je préférerais reprendre notre conversation plus tard. Je dois parler avec lui ? Ça ne va pas être possible. Quel est le lien qui vous unit ? T'es de sa famille ou juste un collègue ? Qu'a-t-il avoué ? Ce n'est pas un saboteur. Il a jamais mis les pieds dans le Reich. Ce n'est pas lui que vous recherchez, c'est quelqu'un d'autre. Non, Fyodor, c'est bien lui, Piotr Sergueïtch. Et le Reich n'a rien à voir là-dedans. Tu vois ça ? Demanda le major en agitant un papier devant Artyom. C'est un mandat. Il émane directement de l'appareil central.
Et l'appareil central ne peut pas se tromper. Cela signifiait que ce n'était pas après lui qu'ils en avaient. Umbar avait donc quelque chose à se reprocher. « C'est tout ce que tu as à me dire ?» demanda Gleb Ivanovitch en se levant. « Parce que j'ai rendez-vous à 10 heures. » Il se pencha au-dessus du coffre-fort. Sa main décrivit des signes cabalistiques. Des gonds grincèrent. Et il en sortit un revolver gris foncé marqué par l'usure. Aussitôt, Artyom se rappela ce qui attendait le major à 10 heures. Et que va-t-il lui arriver, à Piotr Sergueïevitch demanda-t-il d'une voix brisée. La peine capitale, fit le major. Bien. Écoute, Fiodor. Patiente jusqu'à demain. Nous reprendrons cette conversation. Et j'ai le pressentiment qu'elle sera longue. Il y a quelque chose que tu veux me dire sans oser franchir le pas. Il faut qu'on trouve un moyen de t'aider à parler. Et comme de fait exprès, aujourd'hui, le temps me manque. J'ai un planning chargé. Il fouilla encore dans son coffre et en sortit une poignée de pruneaux métalliques, qu'il étala sur la table. Il fit jouer le barillet de son arme, et entreprit de le farcir de mort aveugle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y avait du rab. « Il faut pas le tuer, hein, s'écria Artyom. « Il ne faut pas tuer Umbar. »« Pourquoi ?»« Il détient des informations. C'est un opérateur radio et il sait quelque chose. »« Tout ce qu'il sait, nous le savons. » laissa tomber le major. « Nul ne peut nous faire des cachotteries. C'est tout. Va dormir. J'ai des gens qui m'attendent. » Gleb Ivanovitch gratta puis caressa sa braguette tendue et s'étira d'un air satisfait. « Mais vous n'avez pas idée de la valeur de cette information. Artyom s'interrompit et se mordit la lèvre pour peser une dernière fois le pour et le contre. Il a trouvé des survivants. Il est entré en contact avec eux. Vous rendez-vous compte? Avec d'autres survivants. Et pas des moscovites. Il osa couler un regard vers la large figure lisse du major, qui arborait jusqu'alors une expression égale. Rien n'y avait changé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'ombre d'un sourire passa sur les lèvres de Gleb Ivanovitch, et il arrangea ses cheveux d'un geste précis. Il eut soudain l'air songeur. Il attendait le soir. Il attendait que sonnent 10 heures. Il attendait surtout ce qui allait venir, le rendez-vous avec sa belle catin en tutu. Il ne voulait penser à rien d'autre. Artyom rendit ses mains menottées. Et s'il existait encore des endroits où l'on pouvait vivre? Et si nous n'étions pas obligés de rester dans ce métro jusqu'à la fin des temps, hein? Et lui seul pourrait le savoir. Le major soupesa le revolver, plissa les yeux et regarda la table dans l'alignement du guidon. « Ça, c'est de la qualité, » dit-il d'un ton pensif. « On s'en servait sans doute déjà il y a un siècle pour abattre les condamnés à mort. Et malgré ça, il n'y a pas d'arme plus sûre que le Nagant, tout spécialement pour cette fonction. Il ne s'enraye pas, il ne surchauffe pas. »« Eh, mais tu m'écoutes ou quoi ?» s'emporta Artyom. Ou alors est-ce que tu sais quelque chose? Allez, ça suffit. Garde. Non, ça ne suffit pas. Si tu le tues maintenant, nous ne pourrons jamais. Rien, jamais. Garde! Bordel! Il est le seul, est-ce que tu comprends ça? Personne d'autre n'a jamais réussi à les trouver, à entrer en contact avec eux. On n'a pas le droit de le tuer. Pas le droit? Non. Une information inestimable. Oui. Des survivants. Des survivants. D'accord. Allons-y. Le major saisit Artyom par l'épaule de sa main de titan, avec la force d'une presse hydraulique, et bondit dans le couloir.
Le garde, l'air penaud et craintif, courait à leur rencontre en tirant sur sa cigarette pour la finir. Mais le major se contenta de lui donner un coup de canon dans le groin pour le repousser. Il sortit de sa poche un trousseau de clés, l'agita en arrivant devant une porte qu'il ouvrit à la volée, avant de pousser Artyom dans une cellule. 7 personnes y étaient assises, pâles, en sueur. « Umbar !»« C'est moi ?» Le moustachu Piotr Sergueïevitch se leva, le regard inquiet et interrogateur. Il était maculé de pied en cap de carmin qui virait au cramoisi en séchant, l'arête du nez brisée, la bouche de travers. Il penchait la tête légèrement en arrière pour ne pas saigner du nez. Son expression oscillait entre crainte et espoir. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Le major brandit l'arme vers son front. Et aussitôt un coup de tonnerre déchira les tympans alors qu'une pluie écarlate éclaboussait les bras, les visages et les vêtements. Umbar s'affaissa comme un sac de sable. Les autres occupants des lieux se bouchèrent les oreilles. Une femme hurla. Le mur était constellé de matière organique brillante et humide. Le gardien passa la tête dans l'embrasure de la porte, laissa échapper un juron inaudible et demanda quelque chose sur le même ton. La déflagration résonnait encore dans les oreilles. Le major attrapa Artyom par l'épaule, le sortit dans le couloir et claqua la porte. « Qui n'a pas le droit? Moi? Moi, j'ai pas le droit? Petit merdeux! J'ai pas le droit, moi !» rugit-il à travers le bourdonnement. Artyom avait la nausée. La tête lui tournait. Mais il déglutissait tout ce qui tentait de remonter. Vomir aurait été un signe de faiblesse. « Sortez les condamnés, autant que possible !» cria le major au gardien. « Combien on en a ?» Il y en avait 7 avec Umbar. « C'est parfait, juste ce qu'il faut pour mon barillet. Et qu'on nettoie cette cellule. » Gleb Ivanovitch fit un pas pour se retrouver nez à nez avec Artyom. « Celui-là, vous le conduisez derrière moi. » lâcha-t-il aux hommes en armes qui venaient d'accourir. Ils revinrent dans le bureau. « Tu oses dire qu'il ne faut pas, alors qu'il le faut. Il faut vous fusiller, et publiquement. C'est utile, ça, l'exécution. Sinon, le premier connard venu s'imagine qu'il est un héros, que c'est lui, le personnage principal du film. Mais avec ça, les gens redeviennent ce qu'ils sont. Des sacs de merde. Clac, et c'est prêt. Et plus personne ne va se faire des illusions. » Il saisit une balle sur la table et l'agita sous le nez d'Artyom. « Regarde celle-là, elle est pour toi. Je voulais m'occuper de ton cas demain en prenant mon temps, avec toutes les conneries que tu racontes. Mais t'es du genre à grimper au poteau d'exécution. » Il sortit le barillet et y introduisit la balle qui portait le nom d'Artyom. « Embarquez-le, il ira avec les autres. »« Non !» cria Artyom en secouant sa tête qui bourdonnait. « Non ! Barre-toi ! Aujourd'hui, maintenant, le Reich, Teatralnaya. Barre-toi, connard ! Umbar est un de leurs agents. Enfin, était. Je devais le sortir d'ici. Moi aussi, je suis un saboteur. T'es un jacteur, surtout. Attends! Attends! J'ai menti à propos de l'opérateur radio. Ne me tuez pas! Je vous jure qu'il y a 2 groupes qui doivent faire sauter les couloirs de correspondance. Gleb Ivanovitch se tourna enfin vers lui. « Pourquoi ?»« Ils veulent faire main basse sur Teatralnaya. »« Et ?» Ils ont posté des brigades d'assaut dans les tunnels. Leurs combattants sont prêts à en découdre. Et il y a aussi 2 groupes de saboteurs à Teatralnaya même. Ils vont détruire les accès par les correspondances, et une fois que la station sera coupée de tout, ils y seront en 5 minutes. Qui est Umbar? Quel est son rôle? Opérateur radio. Il devait recevoir le signal du début de l'opération. Et toi? Je suis avec lui, un agent de liaison. Qui vous a donné les ordres? À toi, par exemple. Dietmar. Je le connais. Le major se figea. L'horloge au-dessus de la tête d'Artyom poursuivait son décompte.
une horloge identique à celle du major de la Hanse. Seule la fin de l'histoire de la VTCHK racontée par les abréviations différait. Elle s'arrêtait ici prématurément. Bon, toi t'es là, chez nous, tout comme Umbar. Donc pour le moment ils attendent. Combien de temps vont-ils attendre? Ils devaient frapper avant la fin du spectacle. Si on traîne, ils vont envoyer quelqu'un vérifier ce qui se passe, et les explosifs seront déclenchés de toute manière. Les sourcils du major se rejoignirent au milieu du front. Tu connais les autres de vue? Les 2 groupes de saboteurs? Je connais les officiers. Tu nous aiderais? Artyom hocha la tête d'un air crispé. Nous ne pourrons pas rassembler les hommes assez vite, résonna le major à haute voix. Il faut gagner du temps. Artyom aurait voulu souffler la solution au major, mais il avait peur qu'il fasse exprès le contraire. Il fallait le laisser trouver la réponse par lui-même. Allez, major, réfléchis. Fais marcher ta cafetière. Alors? Et si on les enfumait? Si on leur faisait croire que les saboteurs sont neutralisés? Hasarda le major. Comment? On n'aura pas le temps. Artyom voulut fermer les yeux, se cacher, se fermer au monde extérieur pour que le major ne comprît pas son allusion, ne déchiffrât pas sa prière. Mais il se contraignit à garder les yeux grands ouverts comme s'il invitait Gleb Ivanovitch dans ses pensées. L'autre entra en lui par ses pupilles, démêla les chevaux en souillant tout à l'intérieur, avec de petits morceaux de Piotr Sergueïevitch. Le mot de passe. La réponse codée lors d'un contact radio. Tu les connais? Demanda-t-il au bout d'un moment. Artyom baissa la tête sans souffler mot. Puis il la redressa précautionneusement. Il avait peur d'effaroucher la décision du major, la seule qui pouvait le sauver. Allons-y. Ils traversèrent le couloir en repassant devant la cellule ouverte, où se tenaient les condamnés à mort, les yeux rivés sur le sol et les murs, comme s'ils se hâtaient de cacher et de préserver leur âme dans les interstices entre les carreaux de faïence, sous les bords du linoléum qui repiquait. Et ils gagnèrent une autre pièce dont la porte s'ornait de l'inscription « Communication ». Ils furent accueillis par un opérateur exténué avec un bec de lièvre, un téléphone posé sur une table, des caisses vertes avec des molettes et des aiguilles, et un casque. Le garde se posta dans l'embrasure de la porte, et on invita Artyom à s'asseoir devant l'appareil d'un petit coup derrière la tête. Mais avant qu'on le laissât opérer, Gleb Ivanovitch décrocha le combiné et appuya sur des boutons. « Allô, ici Svinoloup. Oui, Svinoloup. Passez-moi Antsiferov. » Artyom fut pris d'un vertige. Les horloges jumelles étaient la propriété d'une seule et même famille. Il était impossible que ce fût une coïncidence. L'autre s'appelait Boris Ivanovitch, celui-ci Gleb. Même patronyme. Les 2 hommes ne se ressemblaient pas physiquement, mais l'hypothèse paraissait plausible, bien qu'abracadabrante. « Oui, camarade colonel, j'ai un de leurs agents qui a reconnu les faits. Il m'apprend que le Reich entend s'emparer de Teatralnaïa, à cet instant même. » La voix, cette voix, Artyom l'avait reconnue quand il était couché sous la Seine, parce que les 2 frères avaient la même. Les mots qu'il prononçait étaient différents, comme l'étaient les phrases que ces mots servaient à construire. Ils ne portaient pas le même uniforme et leur horloge s'était arrêtée à des époques différentes. Mais la voix était unique. Gleb devait sans doute être l'aîné. Il en avait l'air. Ce qui signifiait que Boris avait gravi les échelons plus rapidement que son frère. Comment cela avait-il pu se produire? Se demanda Artyom, au lieu de se demander si le fil blanc sur lequel il avait choisi de marcher au-dessus d'un précipice allait se rompre ou non. Comment 2 frères avaient-ils pu se retrouver de part et d'autre d'une ligne de front?
Chacun avait-il connaissance de l'existence de l'autre? Le contraire eût été impensable, impossible. Se faisait-il la guerre? Se haïssait-il? Essayait-il de faire rendre gorge à l'autre? Était-ce un jeu? Vous approuvez? Très bien. Et vous aurez le temps de nous envoyer des renforts? Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Je vois pas non plus d'autres... Oui, bien reçu. Artyom attendait en silence, sans même former une pensée, pour ne pas effrayer l'oiseau magique du succès qui s'était posé sur son épaule. C'était sa chance sur 1 million. Quelle fréquence? L'opérateur au bec de lièvre s'assit devant le poste de radio. Artyom lui donna la fréquence. Ils partirent à l'assaut des ondes. Le casque qu'on avait mis à Artyom était de guingois, une oreille à l'endroit, l'autre tournée à l'envers. « Vous avez installé des antennes à l'extérieur » demanda-t-il. « Comment faites-vous pour recevoir ici ?»« Pense à ton affaire plutôt. » lui conseilla Svinolup. « À notre affaire. »« Et vous, vous n'avez jamais réussi à capter des messages d'autres villes ?» L'opérateur secoua la tête comme si la question lui était adressée. « Il n'y a aucune autre ville, mon gars, » dit le major. « Oublie ça. »« Mais des gens arrivent. Il y a eu des gens venus d'autres villes, non? Ils sont descendus dans le métro. »« Des mensonges. »« Ils ont été éliminés par des hommes de chez vous. »« Encore des mensonges. »« Et ceux qui en parlaient ?» Gleb Ivanovitch plissa les yeux et tapota le boîtier métallique du canon de son arme. « Parce qu'il est inadmissible de répandre le mensonge. Nous sommes coincés ici et c'est tout. Pourquoi tourmenter les gens? Qu'ils rêvent à ce qu'on leur ordonne de rêver. Qu'ils rêvent de la victoire sur la Hanse, du jour où l'on alignera tous ces bourgeois contre un mur et où le communisme régnera partout dans le métro. Alors chacun aura sa pleine ration de champignons et tout ira pour le mieux. Ici, chez nous. Il faut aimer la mère patrie, pigé? Reste où tu es né. Je suis né en haut. Et tu crèveras en bas. Svinolup lui asséna une tape sur l'épaule, et s'esclaffa. C'était sa première blague depuis leur rencontre. Dans la soupe de bruit blanc, une voix se fit entendre. Le major fit un signe à Artyom et approcha le canon du revolver de sa tête. « Dietmar, j'écoute. »« C'est le stalker. »« Ah, le stalker. Alors, quelles sont les nouvelles ?»« Le muguet est en fleurs. »« C'est le printemps. » Le canon s'immisça dans l'oreille d'Artyom. Froid, métallique, droit dans le conduit auditif. Le major s'inquiétait, voulait savoir si on se payait sa tête. « Moi, je préférerais l'hiver. »« Alors va te cacher. » Il avait voulu couler un regard en coin vers Svinolup, mais le canon l'en empêcha. Il devait conclure que son stratagème n'opérait pas. Le canon s'enfonça davantage en lui égratignant l'oreille. « C'est quoi ces conneries ?» croassa le major. « Nous annulons l'opération, » dit Artyom. « Je répète, Dietmar, nous annulons. »« Ok. » Coup de tonnerre. Le monde vacilla. Le plafond creva. La poussière envahit les lieux et resta en suspension. La lumière clignota et s'éteignit. Tout devint aveugle et sourd. Seul Artyom attendait cet instant. C'était la seule chose qu'il attendait. Il plongea sur le côté. Ses mains menottées saisirent le revolver et tirèrent d'un coup sec, le libérant de l'emprise faiblissante de doigts dodus. La lumière revint. Le garde gisait au sol, écrasé par un bloc de béton. Svinolup, écorché par des éclats de pierre, le sang perlant de multiples plaies, tâtonnait autour de lui.
L'opérateur était assis à sa place, en état de choc, impuissant à comprendre ce qui venait de se passer. Des cris traversèrent la ouate qui leur bouchait les oreilles. Des bruits de course. Svinolup vit enfin Artyom. « Les mains en l'air! J'ai dit les mains en l'air !» Le major les leva lentement. Ses yeux couraient dans tous les sens en cherchant un moyen de s'approcher du saboteur. « Debout! Avance vers la porte! Plus vite! Allez !» La crosse du Nagant était malaisée à tenir, comme si l'arme n'obéissait qu'à un autre. « C'était quoi ça ?» lui demanda Svinolup sans bouger. Il le faisait exprès, le salaud. Artyom pressa la détente. Elle était dure. Le chien prit son élan. « Debout! Avance !»« Où est-ce que ça a sauté ?» Artyom acheva son geste. Nouveau coup de tonnerre, mais pas aussi douloureux que celui dans la cellule des condamnés. L'ouïe était saturée. Svinolup porta la main gauche à la tache rouge qui venait d'apparaître sur son épaule droite, décida d'obtempérer, se leva, enjamba le garde-mort et regarda dans le couloir. Un autre garde y titubait, sonné, qui voulait brandir sa kalachnikov dans leur direction. Artyom tira au jugé vers son abdomen et repoussa l'arme du pied. « Qui a les clés ? Qui a les clés des cellules ?»« Je les ai. »« Ouvre-les toutes. Il est où, machin, celui qui mentait au sujet des survivants ? Zouyev, où est-il ? » ?»« Il est pas ici. On l'a envoyé à Loubianka. On a reçu un ordre de transfert. »« Viens ici. Ici. Où est ma cellule ? C'est celle-là ? Ouvre. » Le major, silencieux, s'affaira sur son trousseau de clés et ouvrit. Yulia et le cracheur pas commode étaient tous les deux sains et saufs. « Sortez, nous fichons le camp !» Svinolup grimaça. « Et pour aller où ?» demanda Andreï. « Où ? Mais vers la liberté !»« Ils te suivront pas !» lâcha Svinolup. « Nous quittons cette ligne, je vous sortirai d'ici !» Yulia se taisait sous son maquillage. Le moujik cligna des yeux. Il réfléchissait à quelque chose et respirait à plein poumon. Puis soudain il se mit à hurler. « Dégage, sale type ! Enfoiré de provocateur ! Barre-toi ! Nous n'irons nulle part, c'est ici que nous vivons, ici !»« T'as compris ?» demanda Svinolup en ricanant. « Ça, c'est l'amour de la patrie. »« Mais on va vous fusiller ici. Il va vous envoyer dans le peloton ou s'en charger lui-même. Celui-là, Svinolup. »« Va te faire foutre. Assise, Yulia. Qu'est-ce qui t'a pris de bondir comme une conne ?»« Très bien, » dit le major. « Voilà qui est très bien. Quant à toi, l'avorton ?» Artyom vit rouge. « Entre dans la cellule, plus vite que ça. Ils ont peur de toi. Les clés, jette-les-moi. Il n'en sortira pas, vous comprenez ? Voilà, c'est fini pour lui. Venez. Comment t'appelles-tu ? Andreï ? Je vais vous faire sortir d'ici, je vous le promets. Dépêchez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Nous ne partirons pas, » déclara Yulia en soutien à son mari. « T'es un imbécile, Fiodor !» s'exclama Svinolup. « T'es vraiment une bleusaille. Ce sont des lapins. Tout tranquille. Où veux-tu qu'ils aillent courir ? » ?»« Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« Ils filent d'où ? Regarde. » Svinolup souleva la robe de Yulia et descendit son collant ainsi que son slip, dévoilant une toison rousse. L'intéressé se contenta de presser les mains contre sa bouche. « Alors ?» cria-t-il à Andreï. « Alors, qu'est-ce que tu fais debout ?» De sa large paluche, il malaxa le postérieur de la femme, y fourragea des doigts. « Alors, tu fais quelque chose ?» Andreï avait les yeux rivés au sol. « Merdeux !» Svinolup le gifla de la main gauche, et cette gifle suffit pour le jeter à terre. « Allez, Létron, cours ! Prends ta traînée de femme et sauve-toi ! Va !»
Andrei rampa jusqu'au banc, s'y hissa et se frotta la joue. Yulia sanglotait en silence, son maquillage coulé. « Personne ne te suivra. »« Tu mens, salopard! Tu mens !» Des bottes ferrées couraient dans le couloir. Les renforts. Déjà. Artyom tira dans la poussière au hasard. On s'y plia en deux, se cacha et mourut éventuellement. Où étaient donc les condamnés à mort? Il bondit dans le couloir et trouva leur cellule. La porte était grande ouverte. Aucun garde à l'horizon. On se tenait quoi à l'intérieur? 2 femmes et 4 hommes. « Courez! Allons-y, suivez-moi! Je vais vous faire sortir !» Personne ne le croyait. Personne ne bougeait. « Vous êtes condamnés à mort. On va vous aligner contre le mur. Alors, que craignez-vous? Qu'est-ce que vous avez à perdre? » Personne ne prenait la peine de lui répondre. Svinolup avançait vers lui d'une démarche chaloupée, en reniflant sa main d'un air satisfait. « Des lapins, je te dis. Ceux-là, ils ont essayé de fuir une fois. Ils savent comment ça va finir. »« Enfoiré !»« Mais vas-y, va ouvrir toutes les cellules. Allez, mon gars, libère-les tous. Eh, t'as les clés, la pétoire. T'es le patron. Ta gueule !» Svinolup arriva au contact, sale, effrayant, trapu. Et Artyom recula d'un pas puis d'un autre. « Aucun ne te suivra. La liberté, c'est de la connerie, héros de mes deux. Ne joue pas les libérateurs. »« Il allait vous conduire devant le peloton d'exécution !» cria Artyom au condamné. « À cet instant même !»« Mais peut-être que maintenant on nous pardonnera !» lui répondit-on. « Puisque nous ne tentons pas de fuir. »« Peut-être, les approuva Svinolup. Tout est possible. T'as compris, petite merde? T'as compris? T'as bien tout compris? » Artyom lui tira dans la poitrine. La balle s'y englua et ne ressortit pas. Le major vacilla et se remit à rire. Alors Artyom fit de nouveau feu, avec le revolver peu fiable d'un autre. Cette fois, il visa l'abdomen, puisqu'il était incapable de tirer dans la figure de Svinolup, incapable d'affronter le regard assuré et provocateur du véritable maître des lieux. L'autre s'effondra à contre-cœur. « Alors ?» répéta Artyom au condamné à mort. « C'est terminé, il a eu son compte. Allons-y !»« Lui, oui, mais il y en a d'autres. » lui répondit-on. « Où est-ce qu'on pourrait bien fuir? Nulle part. » Au-dessus de leur tête, on criait. On aboyait des ordres. On n'allait pas tarder à descendre. « Eh ben restez donc, puisque c'est ce que vous voulez !» leur hurla Artyom. « Crevez donc tous ici. Vous voulez crever? Je vous en prie, crevez comme des merdes !» Il glissa le canon du Nagant dans son pantalon, ramassa la Kalachnikov du garde abattu et chercha les clés de ses menottes. Il n'eut pas le loisir de les retirer, car on courait dans le couloir à sa rencontre. Il lâcha une rafale, réussit à gagner l'escalier indemne, gravit les marches et bondit dans la salle principale de la station. Le chaos y régnait au milieu de la crasse et de la fumée. L'orchestre continuait à jouer avec entrain, comme à bord du Titanic. La mine avait explosé là où Artyom l'avait posée, tout en bas de l'escalator, de l'autre côté des portes, juste au-dessus des cellules. Néanmoins, la déflagration n'avait pas provoqué d'effondrement. Elle avait simplement soufflé les vantaux, comme il l'avait espéré. C'était très bien que cette station ne fût pas trop profonde. C'était très bien que Dietmar n'eût pas fait confiance à un mercenaire. La mine qui lui avait été fournie ne disposait pas d'un système de mise à feu différé. Elle était commandée à distance. Il rejoignit la brèche, bouscula les sauveteurs couverts de poussière blanche qui s'activaient,
et se rua vers la surface. Il fut le seul à qui cette idée effleura l'esprit.